Bonjour, aujourd'hui une reine de France et un cardinal qui ont gouverné la France pendant 18 ans, Anne d'Autriche et Mazarin. Je voudrais dire bien des choses de vive voix qui ne se peuvent écrire, mais il faut avoir patience de votre retour que je souhaite de tout mon cœur. Anne d'Autriche à Mazarin, août 1658. « 2000 ans d'histoire. Quelles étaient donc ces choses qui ne se peuvent écrire et dont parlait Anne d'Autriche à Mazarin dans une lettre qu'elle lui avait envoyée en 1658 ? S'agissait-il d'amour ou d'un secret d'État ? Personne n'en sait rien. Mais depuis plus de 3 siècles qu'ils sont morts, les historiens se demandent quelle était la véritable nature des rapports de cette reine et de ce cardinal qui ont gouverné la France pendant 18 ans. Elle était arrière-petite-fille de l'empereur d'Autriche Charles Quint, fille du roi d'Espagne Philippe IV et reine de France par son mariage avec Louis XIII. Lui était le fils d'un petit noble sicilien, né en Italie en 1602 et venu en France à 37 ans pour se mettre au service du principal ministre de Louis XIII, le cardinal de Richelieu. Rien ne destinait Anne d'Autriche et Mazarin à se rencontrer, ni à se trouver ensemble à la tête de l'État le plus puissant d'Europe, jusqu'à ce qu'avant de mourir en 1642, Richelieu recommande à Louis XIII et à Anne d'Autriche de garder Mazarin auprès d'eux. Sire, je ne sache qu'un seul homme qui puisse me succéder. Giulio, approchez. Le cardinal Mazarin, il appartient à votre conseil. Vous le connaissez bien. Employez-le. Il vous sera aimable, madame. Il vous sera aimable. Richelieu est mort! L'année dernière, France 2 diffusait un film de Jacques Santamaria et Marc Rivière, La Reine et le Cardinal, Anne d'Autriche et Mazarin, qui ont gouverné la France pendant 18 ans entre la mort de Louis XIII en 1643 et la prise du pouvoir par Louis XIV en 1661. Elle était reine de France et lui était cardinal, devenu conseiller de Richelieu, mais rien ne les destinait à se rencontrer. Jacques Santamaria. Ah, c'est un couple improbable et au départ, c'est un duo qui a tout pour ne pas s'entendre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aux yeux d'Anne d'Autriche, Mazarin, à la mort de Richelieu, ce n'est qu'une créature de Richelieu, c'est-à-dire une créature de son pire ennemi. Il faut se souvenir de tout ce que Richelieu a entrepris contre la reine, contre Anne d'Autriche. Et là, elle est débarrassée, elle va être débarrassée de son pire ennemi qui est Richelieu, mais voilà que celui-ci fait surgir de derrière les pans de l'histoire, et on peut dire que véritablement, si on parlait comme on doit parler aujourd'hui, que Richelieu savait faire un casting. Il avait repéré véritablement Mazarin comme étant celui qui pouvait lui succéder, et il va lui succéder. Alors il y avait aussi une question d'origine. Elle était très consciente de ses origines, je l'ai dit, arrière-petite-fille de Charles Quint, fille du roi d'Espagne Philippe III, et donc venue de la cour de Madrid pour épouser Louis XIII, et lui, bon, c'était pas tout à fait le même rang, mais cela dit, il avait réussi par son talent, par son habileté, par sa diplomatie à se concilier Richelieu, à en devenir l'adjoint en quelque sorte, et à rassurer à la mort de Richelieu, à convaincre également Louis XIII qui le garde auprès de lui. Même mieux, Louis XIII demande à Mazarin d'être le parrain de son fils, le futur Louis XIV. Oui, c'est-à-dire que Mazarin a eu un trait de génie à la mort de Richelieu. Il a compris quelque chose immédiatement, c'était que le seul lien qu'il pouvait établir entre le roi et la reine, non pas pour essayer de les réconcilier, parce que ça ne se passait pas très très bien entre eux, mais c'était de miser, si je puis dire, sur les enfants.
et notamment sur le dauphin, c'est-à-dire le futur Louis XIV. Et avec une habileté forcenée, Mazarin arrive à convaincre le roi Louis XIII que oui, il sera un excellent parrain et qu'il veillera sur lui, pour autant, bien entendu, que la reine l'accepte. Et il va vendre à la reine une chose qui est déjà décidée. Ça, c'est d'une habileté redoutable. Alors, donc, Louis XIII le garde auprès de lui, hein, Oui. il respecte la volonté de Richelieu, mais c'est un poste de conseiller auprès de Louis XIII qui risque d'être très éphémère pour Mazarin, car Louis XIII va mourir, il le sait, et son fils, le futur Louis XIV, n'a que 5 ans, et il faut donc prévoir une régence, et comme c'est la tradition en France, elle sera assurée par sa mère, Anne d'Autriche, par la femme de Louis XIII, Anne d'Autriche, mais sous la surveillance étroite de Mazarin. C'est ce que recommande Louis XIII dans son testament avant de mourir le 14 mai 1643, 5 mois à peine après la mort de Richelieu. Je dois préparer le pays à mon départ, monsieur le cardinal. Et mon testament sera ainsi fait. J'accepte de confier la régence à la reine, à la condition qu'elle soit entourée d'un conseil qui décidera des affaires. Les ministres sont ceux que je désignerai. Mais c'est en vous seul que je place ma confiance. Voici le dauphin. Dites-moi quel est votre nom, mon fils. Louis XIV, mon papa. Pas encore, Louis. Mais cela viendra bientôt, sans doute. Si c'est la volonté de Dieu. Je vous remercie, madame. N'oubliez pas que cet enfant a une marraine et un parrain. Monsieur le cardinal, faites-moi la grâce de vous approcher. Entendu ? Ça y est, le roi est mort. Vive le roi ! Et c'était donc la mort de Louis XIII le 14 mai 1643, 5 mois à peine après Richelieu, et le début donc de la très longue régence d'Anne d'Autriche et de Mazarin. Cela dit, en 1643, Jacques Santamaria, rien n'indique que Anne d'Autriche, la reine, la régente désormais, respectera le testament de son mari. Elle a même fait casser le testament de Louis XIII et Mazarin se demande ce qu'il va devenir, d'autant plus qu'autour d'Anne d'Autriche, il y a une quantité de prétendants, les grands comme on les appelle, qui se bousculent au portillon. C'est-à-dire tous ceux qui ont été bannis par Richelieu, tous les grands, ils sont de retour. Ils sont déjà de retour au moment de la mort de Richelieu, mais encore plus après la mort de Louis XIII. Alors non seulement ils sont de retour, mais ils veulent retrouver leurs privilèges, leur place à la cour, et bien entendu, si possible, avoir une part non négligeable dans le pouvoir, dans l'exercice du pouvoir. Il faut les citer. Hein. D'abord, il y a, et c'est pas n'importe qui, le propre frère de Louis XIII, un comploteur né, Gaston d'Orléans. Il y a le duc de Beaufort, François de Vendôme. Il y a une famille très importante dans ce qui va advenir. C'est la famille du premier prince de sang, le cousin de Louis XIII, Henri de Condé. Oui, alors ils sont tous là, effectivement. Il ne faut pas oublier que les Condé avaient été éloignés par Richelieu, les Vendôme aussi, que tous les hauts dignitaires, tous les personnages, eux, étaient restés en place. Les personnages qui avaient des fonctions d'État étaient restés en place, mais tous les princes de sang et toute la noblesse avaient été bannis. Ils sont de retour. Et on voit par exemple comment la fille du prince de Condé, quelqu'un comme la duchesse de Longueville, ne va pas rester inerte. Elle veut une partie du pouvoir et elle veut la gloire qui est attachée à son nom et au sang. Qu'est-ce qui va se passer, sachant que le pouvoir, l'État est en position de faiblesse. La régence commence. Mazarin... Toutes les régences sont des périodes de fragilité pour le pouvoir monarchique. Mais là encore, le pouvoir n'est pas établi. On ne sait pas qui va qui va régner. En tout cas, tout le monde s'entremet pour que Anne d'Autriche se sépare de tous les ministres recommandés par Louis XIII, imposés par Louis XIII, et le Parlement va effectivement casser le testament de Louis XIII dans ce sens, et surtout qu'elle renvoie Mazarin en Italie. Et quelqu'un s'acharne à lui faire comprendre qu'il faut immédiatement renvoyer Mazarin, c'est Madame de Chevreuse, qui veut placer un de ses anciens amants. Elle aussi, oui, c'est vraiment toute une bande de comploteurs. Parmi eux, il y a un personnage aussi étonnant, c'est l'évêque coadjuteur de Paris, le futur cardinal de Retz aussi.
Oui, alors disons que qui c'est... rêvait de la place de Mazarin. Oui, c'est l'ennemi préféré, on va dire. Parce que avec Mazarin, ils sont d'une intelligence à peu près semblable et qu'on peut situer très très haut. Alors un va réussir dans la diplomatie et le service de l'État, c'est Mazarin. L'autre réussira plutôt dans les lettres, comme un très très grand mémorialiste. En tout cas, tous détestent Mazarin, tous sont persuadés qu'Anne d'Autriche, en raison du passé, ne le prendra pas. Or, qui choisit-elle comme principal ministre auprès d'elle? Mazarin. C'est Mazarin. Comment ça se fait? Je ne peux pas imaginer que Mazarin soit simplement resté à attendre dans son coin que Anne d'Autriche fasse ses choix. Il lui a envoyé de très très nombreux émissaires pour lui dire du bien de lui-même, à commencer d'ailleurs par le père Vincent de Paul, et puis Lord Montagu, qui était un Anglais qui avait été au service de Lord Buckingham et l'ancien amant de la reine, oui. Effectivement la reine n'avait pas été insensible. Et tous ces gens se sont entremis en faveur de Mazarin. Mais il y a autre chose. On ne peut pas imaginer que lors de la première entrevue entre Mazarin et Anne d'Autriche, il n'y ait pas eu, je ne veux pas parler d'un coup de foudre parce que ça serait trop, mais quelque chose qui puisse ressembler à une entente secrète. Est-ce que ces deux-là ne se sont pas dit « on peut se comprendre, on peut s'entendre » Et finalement, Anne d'Autriche, qui était remarquablement intelligente et qui était déjà une grande politique, s'est dit « pourquoi pas lui ?»